Et si désormais l'issue d'une guerre ne se jouait plus sur l'ampleur des effectifs, mais sur la vitesse d'exécution? Cette idée qui semblait utopique il y a encore quelques années est en train de bouleverser l'Afrique de l'Ouest, et en particulier le Burkina Faso, devenu laboratoire d'une nouvelle doctrine militaire. Au Sahel, le Burkina Faso vient de renverser tous les codes de l'antiterrorisme. Ici, on ne multiplie pas les troupes, on n'érige pas de nouvelles forteresses. L'État mise sur la rapidité, sur l'art d'anticiper la menace et de frapper avant qu'elle ne prenne corps. Ce choix rappelle les grandes révolutions militaires de l'histoire, comme les Mongols au XIIIe siècle, qui fondaient sur leurs adversaires avec une mobilité inédite, ou encore les blitzkrieg allemands du XXe siècle, qui misaient le tout sur la surprise et la rapidité de manœuvre. C'est une rupture discrète mais radicale. Les forces burkinabées ont abandonné l'obsession du contrôle territorial, cet instinct hérité des anciennes guerres où chaque village devait porter un drapeau. Désormais, leur objectif n'est plus d'occuper la terre, mais de maîtriser le temps. Avancer avant l'ennemi, agir avant l'attaque, disparaître avant que la peur ne s'installe. Cela rappelle la stratégie des guérillas vietnamiennes pendant la guerre d'Indochine, qui savaient les frapper puis se volatiliser avant que la puissance coloniale ne puisse riposter. Ce pari fascine autant qu'il inquiète. Les pays voisins observent chaque mouvement. Les partenaires occidentaux doutent. La vitesse peut-elle vraiment supplanter la force brute ? En filigrane, c'est l'avenir de la région tout entière qui se joue. Si la méthode échoue, c'est l'initiative régionale qui s'envole, et peut-être les derniers remparts de la stabilité qui s'écroulent, car ici, chaque seconde peut bouleverser des millions de destins. Au Burkina Faso, comme partout au Sahel, la course contre la montre est devenue la clé de la survie. On se souvient des heures sombres de la ville de Djibo, encerclée pendant de longs mois, où chaque minute sans ravitaillement coûtait des vies. Désormais, l'État veut pouvoir agir avant que la situation ne dégénère. Mais comment ce tournant s'est-il opéré sur le terrain? Qui a osé briser les anciennes certitudes pour tout miser sur la vitesse? Revenons quelques années en arrière, quand la doctrine du maintien de l'ordre prévalait encore partout dans la région. Depuis des années, la guerre au Sahel semblait tourner en rond. Les forces armées, qu'elles soient locales ou soutenues par l'Occident, appliquaient dès la même routine. Établir des bases, envoyer des patrouilles, sécuriser village après village, espérant reprendre du terrain sur l'insécurité, centimètre par centimètre. Cette approche rappelait les guerres coloniales du XIXe siècle, où la conquête s'opérait par la tache d'huile. On sécurisait un point, puis on progressait lentement, espérant étendre l'ordre. Mais dans l'ombre, les insurgés imposaient leur tempo. Invisibles, imprévisibles, ils frappaient tout et quand ils le voulaient, semant la peur plus vite que les renforts ne pouvaient arriver. Après chaque attaque, l'État et ses alliés réagissaient avec lenteur, paralysés par des procédures lourdes et une hiérarchie rigide, rendant leur riposte presque attendue. Ce schéma rappelle tristement les faiblesses des grandes armées face aux guérillas agiles, comme en Afghanistan dans les années 2000, où la lenteur des réactions internationales a souvent permis aux talibans de reprendre l'initiative. Cette inertie dépassait la simple maladresse. Elle coûtait des vies, chaque minute d'hésitation précipitait l'abandon de villages entiers. Familles déracinées, communautés en fuite, en quelques années seulement, des millions de civils ont dû tout quitter. À chaque exode, la fracture entre la population et un État jugé impuissant se creusait, érodant la légitimité du pouvoir et éloignant l'espoir d'un retour à la paix. Le temps perdu ne se comptait plus seulement en batailles ratées, mais en vies brisées, territoires cédés et confiance détruite. Au cœur de ce cercle vicieux, une question s'imposait. Fallait-il continuer à répéter les mêmes erreurs ou oser tout changer? Au Burkina Faso, une nouvelle doctrine allait bientôt bouleverser la donne en misant sur ce que les autres avaient négligé, la vitesse et la réactivité. Mais ce pari audacieux comportait ses propres risques. Pour comprendre la portée de cette révolution, il faut la comparer à d'autres ruptures historiques, comme la transformation de l'armée israélienne lors de la guerre des 6 jours, où la rapidité d'exécution a permis de dépasser des ennemis pourtant supérieurs en nombre. Et si la véritable bataille ne se jouait pas sur la terre, mais dans la course contre la montre, c'est le pari audacieux du Burkina Faso, gagner la guerre, non pas en occupant davantage de villages, mais en agissant plus vite que l'ennemi ne peut réagir. Ici, chaque seconde vaut davantage qu'un kilomètre carré repris. Cette vision bouleverse les modes traditionnels de victoire et invite à repenser la notion même de souveraineté. Sous la doctrine Tororé, la vitesse l'emporte sur la conquête du terrain. Les forces ne cherchent plus à défendre chaque poste ni à planter leur drapeau sur chaque colline. Leur objectif, devancer l'adversaire, frapper avant même qu'il ne comprenne où l'orage va tomber.
Par exemple, lors d'une rumeur d'attaque près de la frontière du Niger, une unité mobile burkinabé est intervenue en moins d'une demi-heure, surprenant totalement les assaillants et évitant un massacre annoncé. Ce pari impose une métamorphose radicale, la décentralisation totale des opérations. De petites unités mobiles, dotées d'une large autonomie, sont dirigées par des commandants locaux. Les décisions cruciales ne viennent plus d'un quartier général éloigné, mais se prennent instantanément, sur le terrain, au plus près de l'action. Cette approche rappelle le modèle des Spetsnaz soviétiques, capables d'opérer en autonomie derrière les lignes ennemies, ou encore les commandos SAS britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à la surveillance en temps réel, via des drones et des réseaux d'informateurs, il devient possible de repérer une cible et de déclencher une frappe éclair avant que la menace n'ait le temps de s'organiser. Sitôt la mission accomplie, retraite immédiate. Rester, c'est s'exposer. L'objectif, c'est de garder l'initiative, pas de tenir un territoire. Cette tactique, dite du hit and run, a fait ses preuves lors d'une dizaine d'opérations récentes, où la rapidité d'intervention a désorganisé durablement les groupes armés. Ce changement de tempo s'accompagne d'un bouleversement des priorités. Désormais, il ne s'agit plus seulement de neutraliser des combattants, mais de viser les nerfs même des groupes armés. Leur réseau logistique, leur cache de carburant, leurs circuits financiers, leurs relais de terreur. Par exemple, une opération menée en mars, en moins d'une heure, a permis de saisir des documents bancaires et de priver un réseau insurgé de ses fonds pour plusieurs semaines. Un convoi de ravitaillement intercepté en quelques instants, une cache de fonds saisie avant qu'elle ne finance une autre attaque, un logisticien clé arrêté. Chaque coup fragilise le système tout entier. À chaque maillon brisé, c'est l'ensemble du réseau qui vacille. Cette approche a déjà permis, selon des sources locales, de réduire le nombre d'attaques de moitié dans certaines provinces. Les résultats encore précaires sont là. Là où la doctrine du tempo s'applique, les marchés rouvrent, la circulation reprend, la vie ordinaire renaît peu à peu. Les populations, longtemps captives de la peur, recommencent à espérer, mais cette confiance reste fragile, suspendue à la moindre erreur. Comme à Arbinda, où la réouverture du marché a été permise par une série d'opérations éclairs, mais où la population reste sur ses gardes, car le risque est immense. Une cible mal identifiée, une erreur de jugement, la fatigue d'une unité, et la population peut verser à nouveau dans la méfiance. La moindre bavure peut ruiner en un instant des semaines d'efforts et offrir aux insurgés un argument redoutable contre l'État. On se souvient de l'opération de décembre, où une confusion sur un renseignement a provoqué la mort de civils, ravivant la défiance envers les autorités. Cette efficacité inédite ouvre déjà de nouveaux fronts, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières du Burkina Faso. Mais cette révolution tactique a un prix. Elle expose le pays à des défis imprévus et oblige ses voisins à repenser leur propre stratégie. Le Mali, par exemple, a déjà lancé un programme de formation accélérée de ses unités spéciales, inspiré du modèle burkinabé, tandis que le Niger investit dans des drones et des centres de commandement décentralisés. Ce qui se joue aujourd'hui à Ouagadougou dépasse largement les frontières du Burkina Faso. L'innovation sécuritaire initiée ici n'est plus un simple cas d'école. Le Mali, le Niger et bien d'autres pays de la région observent chaque succès, chaque revers et adaptent déjà certains principes de la doctrine Tororé à leur propre situation. Cette onde de choc s'étend, attisant à la fois des espoirs de changement et des inquiétudes dans toutes les capitales ouest-africaines. La rupture ne vise pas seulement les groupes armés. En s'affranchissant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso affirme sa volonté de s'émanciper de la tutelle occidentale et de reprendre le contrôle de sa sécurité. Cette dynamique se traduit par une réduction drastique de la dépendance aux bases militaires étrangères, aux instructeurs venus d'Europe ou d'Amérique et à la logistique internationale qui encadrait jusque-là la gestion des crises régionales. Mais cette quête d'indépendance porte en elle un dilemme profond. Le modèle burkinabé, bâti sur la rapidité, l'autonomie tactique et l'effet de surprise, entre souvent en tension avec les cadres juridiques et éthiques de la communauté internationale. Les opérations menées à grande vitesse limitent les contrôles, multiplient les zones grises et risquent de saper les principes de responsabilité et de transparence pourtant exigés par les conventions internationales. Plusieurs ONG ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur le risque de bavure et d'exactions non documentées. Une deuxième fracture se creuse alors, celle qui oppose la rapidité à la responsabilité, la souveraineté nationale à la coopération régionale et internationale. Faut-il privilégier la sécurité immédiate, quitte à s'isoler diplomatiquement et à dégrader des alliances historiques,
ou bien accepter de ralentir, d'intégrer les procédures collectives, au risque de laisser l'initiative aux groupes armés toujours plus mobiles et imprévisibles. L'enjeu ne se limite plus au champ de bataille. Il s'agit désormais de savoir si l'Afrique de l'Ouest peut, seule, défendre et garantir sa propre sécurité. Si le pari burkinabé s'avère gagnant, un nouveau paradigme pourrait émerger. Réduction de la durée des conflits, restauration de la confiance des populations et affirmation d'une souveraineté retrouvée. Mais l'inverse est possible. Dérives incontrôlées, isolement diplomatique et remise en cause de protections juridiques acquises de haute lutte. La doctrine Tororé se trouve donc à la croisée des chemins. Elle inspire certains, inquiète d'autres, et expose toute la région à une profonde recomposition de ses équilibres. La question reste entière. La vitesse peut-elle vraiment conduire à la paix durable? Mais ce débat ne se limite pas aux chefs d'État et aux états-majors. Sur le terrain, chaque décision stratégique se traduit par des conséquences concrètes pour les populations. Prenons l'exemple de la province du Soum. Après une série d'interventions rapides, la population a pu regagner ses villages. Mais l'absence d'infrastructures et de services essentiels freine le retour à la normale. Gagner les batailles, c'est un exploit. Mais qui remporte la paix? Cette interrogation hante tous les responsables burkinabés. Dans la province du Yaga, plusieurs villages libérés ont vu revenir les écoles et les dispensaires grâce à une coordination entre militaires et acteurs civils. Mais dans d'autres zones, la victoire militaire n'a pas été suivie d'un retour de l'État et l'insécurité est revenue, sous d'autres formes. La vitesse inédite des forces burkinabées a bouleversé les règles du Sahel. Plus on accélère, plus la marge d'erreur grandit. Décider en quelques minutes, c'est aussi risquer des bavures, des victimes innocentes, des conséquences irréparables. Un exemple tragique, lors d'un raid trop précipité près de Djibo, des otages ont été confondus avec des assaillants, provoquant un drame qui a choqué tout le pays. À force d'être partout, les unités mobiles s'épuisent. Une armée qui ne dort jamais finit par briser ses hommes, ses véhicules, sa confiance. La fatigue se transforme en faille. Le découragement s'insinue, rongeant la détermination. Cette usure rappelle les campagnes d'Afghanistan, où l'épuisement des troupes américaines a fini par miner l'efficacité des opérations, malgré la supériorité technologique. Même quand les groupes armés fuient, un autre danger surgit, le vide. Sans école, sans justice, sans soins, un territoire libéré devient une proie pour de nouveaux prédateurs. Les civils espèrent torcer des réponses concrètes, pas seulement des patrouilles. La reconstruction de l'État doit suivre la victoire militaire, sous peine de reproduire les erreurs du passé, comme ce fut le cas en Irak après 2003, quand l'absence de services publics a permis l'émergence de nouveaux groupes extrémistes. La victoire ne se compte pas en secondes de réaction, ni en frappe. Elle se construit dans la durée. Rouvrir une école, rebâtir la justice, relancer le commerce, recréer la confiance. Sinon, une région libérée redevient vulnérable dès que les soldats repartent. À cet égard, le Burkina Faso expérimente des cellules de reconstruction rapide, chargées de rétablir l'état civil et de fournir les premiers services publics dès la sécurisation d'une zone. Le tempo militaire, aussi novateur soit-il, n'est qu'un souffle. Il donne de l'espoir, du répit, mais pas de garantie. Sans gouvernance, sans présence réelle de l'État, la victoire militaire n'est qu'une illusion passagère, prête à s'évaporer du jour au lendemain. Les autorités en sont conscientes et tentent d'associer davantage la société civile à la reconstruction, comme le montrent les initiatives de dialogue communautaire dans la région du Centre-Nord. C'est la différence entre gagner la guerre et gagner la paix. Les soldats ouvrent une brèche, mais seuls les instituteurs, les juges, les infirmiers, les élus peuvent la refermer pour de bon. La paix durable exige un investissement patient, une implication de tous les acteurs et un accompagnement des populations pour tourner la page de la violence. Alors cette accélération militaire du Burkina Faso, prélude à la stabilité ou commencement d'un nouveau cycle d'incertitude? L'histoire récente du pays montre que chaque avancée est fragile et que la vigilance doit rester de mise. Il faudra juger sur la durée et non sur l'éclat des premières victoires. Mais derrière la rhétorique de la victoire, une question s'impose. Comment éviter de répéter les erreurs du passé? Et si la clé résidait ailleurs que dans la force? Dans la guerre du Sahel, le temps est devenu l'arme décisive. Mais investir des secondes ne suffit pas. Chaque instant arraché doit se transformer en confiance durable. Ici, gagner des heures sur l'ennemi ne garantit pas des décennies de paix. La vraie bataille se joue dans l'art de convertir la vitesse en avenir partagé. Sous la direction de Tororé, le Burkina Faso a bouleversé les règles du jeu. Fini les fronts immobiles, les territoires à tenir coûte que coûte.
Désormais, la victoire se mesure à la capacité d'agir avant que la peur ne s'installe. Cette doctrine de la vitesse fascine, inquiète et soulève une question. Courir plus vite, est-ce vraiment s'éloigner du précipice ou simplement repousser l'inévitable? L'État joue sa légitimité, chaque opération éclair devenant un test de confiance. Si l'avantage tactique ne se mue pas en stabilité, les minutes gagnées se dissiperont dans de nouveaux foyers de conflit. La population observe, les promesses de sécurité rapide se traduiront-elles par des années de vie ordinaire retrouvées ou par une angoisse renouvelée? Car au Sahel, l'enjeu dépasse le militaire. Il s'agit de rebâtir une souveraineté et une stabilité africaine, de restaurer l'autonomie des peuples. L'alliance des États du Sahel approche un carrefour. L'efficacité foudroyante doit céder la place à l'endurance politique, à la construction d'institutions solides. La véritable victoire ne se mesure pas à l'instant, mais se construit patiemment. Elle naît d'une confiance retrouvée entre l'État et ses citoyens. Reste une incertitude. La vitesse, moteur d'un avenir africain, ou symptôme d'un état d'urgence sans fin? Pour sortir de cette incertitude, plusieurs pistes concrètes sont à explorer. D'abord, renforcer les formations croisées entre militaires et civils pour garantir que chaque opération ouvre la voie à une reprise rapide des services publics. Ensuite, institutionnaliser des mécanismes de contrôle citoyen sur les opérations militaires afin d'éviter les dérives et de restaurer la confiance. Il serait aussi possible de s'inspirer de modèles réussis ailleurs, comme le Rwanda, qui après le génocide a su combiner sécurité, justice transitionnelle et relance économique. Ou encore d'apprendre des erreurs du Nigeria face à Boko Haram, où l'absence de retour de l'État après la reconquête militaire a permis à l'insécurité de s'installer durablement. Enfin, il faudra favoriser l'intégration régionale pour que chaque État du Sahel ne lutte plus seul, mais dans le cadre d'une alliance solidaire et transparente. Des réunions régulières, des exercices conjoints et des échanges de renseignements pourraient consolider cette dynamique et éviter que la rapidité ne soit l'apanage d'un seul pays. En résumé, la doctrine de la vitesse militaire ouvre des portes mais ne ferme pas les cicatrices. Elle doit s'accompagner d'un engagement tout aussi rapide en faveur de la gouvernance, de la justice et du développement. La question de départ, alors, trouve une réponse nuancée. Oui, la vitesse peut faire pencher la balance d'une guerre, mais seule l'endurance et la confiance partagée permettront de remporter la paix. Entre course contre la montre et course de fond, le destin du Burkina Faso, et peut-être du Sahel tout entier, se joue maintenant, seconde après seconde,